Certains d'entre vous ont probablement regardé la vidéo sur Heaven's Gate. Les membres de cette communauté, regroupés autour d'un gourou assez fantaisiste, ont fini par se donner tragiquement la mort. Ils pensaient partir vers un niveau supérieur. Alors, si cette histoire vous a fait frissonner, dites-vous que ce n'était pas la plus meurtrière, ni même la plus cruelle de l'histoire. En réalité, elles sont nombreuses à travers le temps et présentes dans tous les pays du monde. L'une des premières communautés d'ailleurs, référencée comme telle, est nommée la des assassins, et elle ne date pas moins du XIe siècle. Autant vous dire qu'il y en a des histoires à vous raconter. Parfois, les autorités considèrent ces communautés si dangereuses qu'elles sont surveillées. Et lorsqu'elles passent entre les mailles du filet, elles font des victimes qui ne s'attendent pas du tout à être la proie de leur dangereuse idéologie. En France, on se souvient tous encore avec émotion du Bataclan en 2015. Certains d'entre vous ont peut-être eu des proches victimes des attaques de ce soir-là, ou encore vous-même avez pu en être victime. Plus âgés d'entre vous se souviennent aussi probablement de l'annonce dans les actualités de de World Trade Center en 2001, qui aura marqué le monde avec un avant et un après dans la lutte contre le terrorisme. Si nous avons l'image d'attaques à la bombe, à l'arme à feu ou à l'arme blanche, certains groupuscules ont parfois frappé avec des armes plus surprenantes. Des armes dont vous ne vous imaginez même pas pouvoir être victime un jour. Car si les explosions, les tirs et les coups de hache sont devenus violents, il existe des armes d'un autre genre tout aussi terrifiantes. Dans cette vidéo, les amis, venez avec moi au Japon, et si ça vous dit, prenons le métro ensemble. Et surtout, munissez-vous d'un masque à gaz avant de partir et tentons de survivre à Aum Shirikyo, la secte qui a terrorisé le Japon. Si vous êtes fasciné par les histoires de manipulation ou de sectes comme celle que je m'apprête à vous raconter, je vous recommande alors très fortement de jeter un petit coup d'œil au documentaire NXIVM sur Explore. Alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est celle d'une secte américaine qui prétendait offrir la liberté, la réussite et l'épanouissement personnel à des humains. Mais derrière cette façade se cachait un réseau tissé de manipulation, d'abus psychologiques et de pratiques épouvantables. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante et terrifiante de India Oxenberg, une jeune héritière victime des pratiques de cette organisation. Au fil des épisodes, vous plongerez dans les coulisses d'un groupe qui a manipulé ses membres à tel point qu'ils ont perdu, dites-vous, toute notion de réalité. Mais ce n'est pas tout. Vous apprendrez aussi comment l'actrice Alison Mack, connue pour son rôle dans Smallville, est devenue une des recruteuses les plus impitoyables de cette secte. Mais alors comment expliquer que des milliers de personnes aient été attirées par cette organisation et que des figures publiques ont pu être impliquées dans des pratiques aussi sordides? Chaque épisode du documentaire, vous le verrez, nous emmène un peu plus loin dans les méandres de cette histoire. La vérité semble encore plus terrifiante que la précédente. Sur Explore, la chaîne 100% documentaire, vous retrouverez cette enquête et d'autres récits aussi fascinants qu'intrigants. Le meilleur du documentaire sur l'actu, la société et la pop culture vous attend les amis sur la chaîne Explore. Vous pouvez retrouver des films et séries documentaires en intégralité pour seulement, les amis, écoutez-moi bien, 3,99 par mois. Et avec un essai en plus de ça gratuit de 7 jours. Vous pouvez retrouver l'offre Explore sur Prime Video Channel, la TV Orange, Free et même Apple TV. Merci de m'avoir écouté et sur ce, reprenons l'histoire. Tokyo, 20 mars 1995. À 8 h du matin, l'heure de pointe matinale, la ville est déjà en effervescence. La plupart des Japonais sont sur le chemin du travail ou de l'école. Certains s'y rendent à pied, d'autres à vélo. Et certains prennent les transports en commun, comme le métro, qui ne compte pas moins de 9 millions d'utilisateurs quotidiens. L'angoisse totale. Même si demain est un jour férié et que beaucoup d'habitants font le pont, la fréquentation reste quand même assez élevée. Les rames bondées des lignes Chiyoda, Marunouchi et Ibiya passent au quartier du gouvernement et des affaires. Un peu avant les stations concernées, des passagers énigmatiques, vêtus de noir, embarquent simultanément sur les différentes lignes. Lunettes noires, parapluies au bras et masques chirurgicaux sur le visage, ils tiennent chacun avec précaution un sac plastique un peu boursouflé. Des passagers peut-être plus observateurs ou que d'autres les remarquent assez intrigués. Malgré leurs airs étranges, ils ne sont pourtant pas non plus particulièrement inquiétants. Et là, profitant de l'anonymat de la foule, dans un acte parfaitement synchronisé sur des 3 lignes différentes, les hommes posent les sacs sur le sol, délicatement. Puis, ils les percent avec le bout de leur parapluie avant de descendre aux stations suivantes sans dire un mot. Les usagers, restés dans les rames, ne le savent pas encore, mais les portes automatiques qui viennent de se refermer les condamnent à une certaine. Un carnage se produit. Une vapeur piquante à l'odeur amère leur irrite les yeux et les voies respiratoires. Leurs yeux se brouillent, leur gorge s'assèche et ils se mettent aussi à tousser de manière incontrôlable. En quelques secondes, dites-vous, leur respiration se bloque totalement. Ils s'étouffent et vomissent pour la plupart. Leurs corps sont pris de tremblements irrépressibles et le froid les envahit par le bas. Dans les rames, les premières victimes perdent connaissance, tandis que les autres paniquent et tentent d'échapper à leur sort. Et ceux qui parviennent à sortir de la rame miraculeusement courent dans les tunnels pour tenter de rejoindre la surface.
Ils viennent en réalité d'être victimes d'une attaque au gaz sarin. Ce gaz inodore et incolore est fatal même à faible dose. Et c'est ce que contenaient ces énigmatiques sacs en plastique, du sarin sous forme liquide. Il passe très facilement la barrière des poumons, mais aussi la peau, d'où il passe directement dans le sang. Et oui, quand il pas, il laisse de graves séquelles neurologiques. Et oui, cette toxine vient de frapper les usagers du métro de Tokyo. Dans la rue, les survivants qui remontent à l'air libre s'écroulent au sol. Les passants ne comprennent pas la situation, ne saisissent pas la gravité encore de la situation, et la plupart continuent leur chemin sans rien faire. Leurs victimes hurlent à l'aide, et d'autres vomissent. Le chaos règne du côté de la bouche du métro, et les secours tardent malheureusement à arriver. Pour cause, 3 stations ont été touchées simultanément et les blessés beaucoup trop nombreux sont difficilement pris en charge. Alors que personne ne comprend encore la situation, des employés du métro sont envoyés nettoyer les rames afin d'éponger cet étrange liquide. Vêtus de combinaisons rudimentaires et à l'aide de papier journal, ils commencent à éponger. Et l'un d'entre eux s'effondre. Et l'équipe se réfugie entièrement hors des wagons. L'opération de nettoyage est directement arrêtée en attente d'être prise en charge par des unités compétentes. Malheureusement, des mois plus tard, les victimes souffrent toujours de terribles séquelles, coma et d'autres paralysés malheureusement à vie. Au total, ce jour-là, on comptera 13 morts et plus de 6300 blessés. Ouais, tout ça va être recensé. Un bilan relativement léger vu l'extrême toxicité de cette substance et la fréquentation du métro hyper abondante. L'attaque ébranle l'opinion publique, dites-vous que le pays là entier est sous le choc. Les semaines qui suivent, la paranoïa règne dans les esprits et le moindre fait divers sème la panique. En revanche, les autorités, elles, savent déjà sur qui se pencher. Un groupe religieux nommé Aum Shinrikyo est connu depuis l'année précédente pour avoir diffusé du gaz sur le parking d'un supermarché à partir d'un camion trafiqué. Au lendemain de l'attaque du métro de Tokyo en 1995, une traque commence. Une traque qui attire l'attention des journalistes du monde entier. En 1984, un dénommé Shizuo Matsumoto, plus connu sous le nom de Shoko Asahara, ouvre un atelier de yoga. Né en 1955 sur l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, il est presque aveugle à la naissance. Ses parents le scolarisent dans une école pour enfants non-voyants où il effectue toute sa scolarité. Et quand il en sort en 1977, il tente alors l'examen d'entrée à l'université de Tokyo. Mais malheureusement, il échoue. En 1978, il se marie avec Tomoko Ichi, avec qui il aura 6 enfants. La société sous laquelle il prodige ses cours de yoga porte le simple nom de Om. Om est une syllabe sanskrite qui représente le son primordial de l'univers. En 1987, Shoko Asahara visite l'Inde et dit recevoir l'ultime délivrance dans la chaîne de l'Himalaya. Il y rencontre aussi le Dalai Lama. Et par je ne sais quel stratagème, il le persuade qu'il est capable de l'éviter et le Dalai témoigne son admiration devant les journalistes. Le Dalai salue devant les caméras les dons généreux de Om à la communauté bouddhiste. Il appelle le gouvernement japonais à lui accorder un statut d'exonération fiscale qu'il dit être bien mérité. Il faut dire que les dons faits par la société de Om sont estimés en tout à plusieurs millions de dollars entre 1988 et 1992. Je suis impressionné par son fort désir de pratiquer la spiritualité et c'est ce dont nous discutons à chaque fois que nous nous rencontrons. En tant que vieil ami, j'espère et je prie pour son succès et que cela puisse bénéficier à plus de personnes encore. Tel est mon souhait et ma prière. Le même mois, Shoko Asahara ajoute au nom de la société le terme Shinrikyo, qui signifie vérité suprême. Om Shinrikyo se revendique être la religion de la vérité suprême. Ce changement de nom annonce aussi le changement radical pour les adeptes de Om. Alors, progressivement, Shoko Asahara injecte dans ses cours de yoga une idéologie religieuse d'inspiration principalement bouddhiste. Il y intègre aussi des éléments empruntés à l'hindouisme et au christianisme et clame l'arrivée imminente de l'apocalypse. Et plus surprenant encore, il apporte aussi un grand crédit aux prophéties de Nostradamus. Bon, pour ceux qui n'auraient pas la ref, il s'agit en fait d'un apothicaire du XVIe siècle qui a écrit un ouvrage dans lequel beaucoup de personnes ont cru déceler des prédictions sur l'avenir. Pour Shoko Asahara, en accord avec l'apocalypse biblique et les théories d'un vieil apothicaire mort depuis 5 siècles, il ne fait aucun doute. La fin du monde est proche. Et devinez quoi? Seuls ceux qui suivront son enseignement seront sauvés. Le gourou commence à enchaîner les apparitions publiques où il se présente comme un mokshaman. Le terme moksha, du sanskrit libération, désigne dans l'hindouisme la libération finale de l'âme individuelle. Oui, selon lui, il n'est ni plus ni moins que le Christ lui-même revenu sur terre pour sauver nos âmes de l'apocalypse. Shoko Asahara
tient oui, bel et bien le même discours que celui de Do, le funeste gourou de Heaven's Gate. Au fur et à mesure de ses apparitions publiques, Shoko Asahara rassemble progressivement de nombreux croyants, et les profils sont plus ou moins variés. Certes, il y a des jeunes et des personnes fragiles en quête de repères, mais il recrute aussi des cadres intellectuels et des ingénieurs. Du jour au lendemain, les familles des recrues de Home voient leurs proches disparaître, abandonnant femmes et enfants, laissant tous leurs biens derrière eux. Comme on l'aurait tous su, les familles craignent pour leurs proches, qui semblent être soumis à du lavage de cerveau et des contraintes financières hyper élevées. Beaucoup tentent de convaincre leurs proches de quitter cette secte et vont même jusqu'à porter plainte auprès des autorités. Mais il est malheureusement déjà trop tard, le piège, oui, s'est bel et bien refermé sur les adeptes de la secte de Home. Shoko Asahara met dans l'esprit de ses fidèles ce qui pense être pour lui la vérité suprême. La suprême vérité que détient Shoko, lui, le Christ venu sauver les âmes sur terre, c'est que l'apocalypse est proche et lui seul apparemment détient la connaissance pour être sauvé. D'abord, il va apprendre le yoga à ses adeptes. Enseignement d'ailleurs qui lui sert à recruter les personnes de la secte. Pendant ces séances de yoga, certains fidèles de Shoko Asahara disent vivre des expériences mystiques transcendantes. Ils se sentent tous envahis d'une lumière qui les remplit d'énergie. Si vous pratiquez un peu la méditation, vous le saurez donc, vous savez que ce sont là des phénomènes que l'on peut ressentir par la visualisation et la projection. Des techniques plutôt classiques à vrai dire dans la pratique du yoga et de la méditation. Mais le gourou affirme à ses disciples que cette expérience médiative est divine et qu'il s'agit là de la preuve qu'ils ont atteint un niveau spirituel extrêmement élevé. Bien sûr, l'énergie prodigée par lui, leur gourou n'y est pas pour rien. Afin d'étendre toujours plus son influence, il propose à ses fidèles de fabriquer des substances hallucinogènes amphétamines et LSD qui leur administrent dans le cadre de cérémonies. Comme tout bon gourou qui se respecte, il instaure aussi des règles qui ont pour conséquence la restriction de sommeil, l'isolement et la privation alimentaire. L'objectif spirituel, là, consiste à se débarrasser des mauvais karmas pour la vie présente et pour les vies futures en s'infligeant des souffrances psychiques et aussi physiques. Cette fin, pour lui, en fait, justifie tous les traitements que subissent ses disciples, puisque, bien entendu, toutes ces règles s'appliquent seulement à ses disciples, pas à lui-même. Lui ne fait rien de tout ça. Il interdit tout accès aux informations extérieures et censure même les seules informations qui arrivent à l'intérieur de la communauté. On retrouve aussi dans les règles imposées par Shoko Asahara aux adeptes de Home l'interdiction d'avoir de rapports intimes entre eux. Et pas avec lui, non. Ça, ils ont le droit, et surtout les femmes. Le gourou prône à être un tantra-père, celui qui possède apparemment la méthode meilleure de sagesse pour atteindre l'éveil spirituel. Il est donc de son devoir d'attendrir de nombreuses relations intimes avec les femmes de la communauté, évidemment. Cela relève selon lui de l'intégrité de la communauté. En plus des tarifs pour accéder aux ateliers de yoga, les fidèles doivent payer une certaine somme ou céder leurs biens à la société de Home en échange de leur intégration. Tout est mis en place pour faire fructifier son activité. Il va même jusqu'à aller commercialiser des sommes faramineuses, ses poils, ses cheveux ou encore des gouttes de son sang et l'eau sale de son bain. Il est littéralement en train de dériver complètement, le mec est complètement fou là. Et pour ceux qui sont piqués par la curiosité, ce n'est pas moins de 800 $ qu'il faut débourser pour obtenir 1 litre d'eau de bain de Shoko Asahara. Le mec ne se rend pas compte, c'est... Le mec se prend pour je sais pas qui. Rien du tout n'arrête là, comme vous le voyez, Shoko Asahara. Il est en totale dérive. En 1988, un membre de la société décède soudainement pendant une réunion. Et en attendant d'un agrément officiel pour être reconnu organisme religieux, aucun événement ne doit venir entacher la réputation de la communauté. Sur ordre alors de Shoko Asahara, le cadavre est brûlé et ses cendres disparaissent anonymement. Avec l'opinion publique et la pression médiatique autour de la position du Dalai Lama, la ville de Tokyo accorde le statut officiel d'organisme religieux à la société de Home en 1989. Mais l'ambition ronge Shoko Asahara qui ne compte pas se contenter d'être un gourou spirituel seulement, ni même un chef d'entreprise. Non. Lui, ce qu'il veut là, c'est devenir chef du gouvernement japonais et changer la société entière. Car le groupe juge le gouvernement japonais corrompu et considère qu'il doit disparaître très rapidement. Cette disparition, Shoko Asahara l'a prédit entre 1997 et 2003. Mais l'apocalypse le presse. Il doit absolument prendre le pouvoir avant qu'elle arrive. En 1990, le gourou et plusieurs cadres de la société de Home fondent un parti politique nommé Shinri-to. Il revendique environ 10 000 membres au Japon et entre 35 et 45 000 en Russie, et décide de tenter sa chance aux urnes. Le Parti de la Vérité présente parmi ses cadres les plus haut placés, 25 candidats aux élections sénatoriales. Perchés sur le toit d'un bus, les candidats sillonnent les rues de Tokyo, en criant très fort dans un mégaphone pour prévenir les Japonais de l'apocalypse. La société investit aussi dans la production et la diffusion de slogans publicitaires de propagande diffusés sur les médias mainstream de l'époque. Malgré cette campagne électorale, pour le moins fantaisiste,
aucun des membres du parti n'est élu. Mais cela n'abat pas pour autant les ambitions de Shoko Asahara qui décide d'adopter un plan plutôt radical, provoquer le chaos. Cela engendrerait nécessairement la chute du gouvernement actuel. Il est évident qu'il lui faut semer la panique par des actes criminels, tuer beaucoup de gens. Cet Armageddon permettrait nécessairement au Parti de la Vérité d'accéder enfin au pouvoir et de révolutionner la société. En 1994, après l'échec des élections, l'organisation se structure en gouvernement cette fois-ci. Sur le modèle de celui existant, chaque cadre se voit attribuer un ministère. Et Aum prend bien soin de recruter ses membres selon leur formation ou leur profession. C'est notamment d'ailleurs grâce à ce réseau qu'elle peut s'étendre jusqu'en Russie. Les cadres, véritables bras droits du gourou, sont presque tous diplômés de l'université et reconnus pour leur très bon niveau intellectuel. Posséder des compétences scientifiques ou encore occuper des fonctions dans l'armée facilite vraiment les autres responsabilités dans le gouvernement du parti. En parallèle, des inspirations et des crimes commencent à être recensés dans le passage de Shoko Asahara. À partir de 1989, la société de Aum prépare dans ses nombreux biens immobiliers des armes d'attaque. Certains bâtiments accueillent des laboratoires clandestins. Dans ces laboratoires, les membres élaborent des armes à feu de fabrication artisanale, mais aussi des armes d'une nature bien plus terrifiante que ça. Des armes bactériologiques à base de botuline ou de la bacille de l'anthrax. Pour info, la toxine produite par la botuline provoque des affections neurologiques très graves. Quant à l'anthrax, cette maladie provoque une maladie aiguë dont l'un des symptômes est une forte fièvre. Faut le remarquer, les intentions de Shoko Asahara sont de plus en plus manifestes. En 1989, un membre témoin de l'incident de 1988 essaie de quitter la secte. Mais malheureusement, il n'y parvient pas du tout. Il est assassiné sans que le crime ne soit rattaché à la société de Aum. Personne n'a découvert que c'était à cause de la secte. La même année, encore, c'est l'avocat qui représente un groupe de familles des adeptes ayant porté plainte contre la secte qui devient un problème pour Shoko Asahara. Il est assassiné avec son épouse et leur bébé de tout juste 1 an. Il était pourtant protégé par sa fonction d'avocat et la nécessité de présenter un badge d'accès à son domicile. Aucune autorité, encore une fois, ne suspecte Aum pour l'instant. Le chef de la police finira plus tard par reconnaître de lui-même les faiblesses de l'enquête. En avril 1990, impuni, le groupe cessa à ses premiers crimes bioterroristes grâce aux armes chimiques et bactériologiques fabriquées dans les laboratoires clandestins. La violence des attaques monte d'un cran là, vous allez le comprendre très vite. 3 véhicules là sont équipés pour répandre la toxine botulique. Le premier entre dans Tokyo, se dirige vers le gouvernement japonais et répand le produit. Pendant ce temps, un autre véhicule se dirige vers la ville de Yokohama et sa base navale américaine. Quant au 3e véhicule, sa cible est l'aéroport international de Narita. Heureusement, l'attaque est un échec. Les souches de la bactérie utilisée s'avèrent en quantité insuffisante et la virulence de la toxine est très faible. Il faut dire que Aum n'a réussi à se procurer jusqu'ici que des souches vaccinales et donc très fortement diluées, ce qui ne cause pas véritablement de dégâts concrets. Les canons de dispersion artisanaux semblent aussi présenter des dysfonctionnements et les gaz donc par conséquent se répandent très mal. Cette attaque passe totalement inaperçue et l'échec contraint le groupe à revoir son plan et perfectionner son matériel. Car la détermination de Shoko Asahara n'est toujours pas ébranlée. Et il ne compte pas en rester là. En 1992, 2 ans après la tentative d'attaque au gaz, il organise une soi-disant mission humanitaire aux airs, où il s'y rend là en personne, accompagné de 40 fidèles. Il tente, sans y parvenir, de se procurer le virus Ebola. Je n'imagine pas la catastrophe que ça aurait été si il aurait réussi à se procurer ce virus-là. Non, ça aurait été une déferlante de merde pour l'humanité en fait. Non, ça aurait été terrible. En 1993, un certain nombre de détracteurs et de concurrents commencent fortement à déranger le leader de Aum Shinrikyo, notamment des dirigeants d'autres groupes religieux, des députés ou encore un écrivain. Des tentatives d'assassinat sont menées, mais toujours inaperçues des autorités. Puis, en juin de la même année, alors qu'il se livre à une séance de yoga, la tête en bas, un membre meurt accidentellement. Bon, le drame est évidemment encore une fois couvert par une nouvelle crémation anonyme et il augmente donc le nombre de victimes du gourou. Déterminé plus que jamais, il profite du rassemblement de dignitaires étrangers en visite diplomatique au Japon pour tenter à nouveau de disséminer de la botuline à partir de véhicules. Mais là, encore une fois, c'est un nouvel échec cuisant pour lui. La secte enchaîne avec une autre attaque à l'anthrax du haut d'un immeuble et aussi accompagnée de 2 véhicules. Ici encore, le groupe échoue, les souches utilisées n'étant toujours pas assez efficaces pour leur plan diabolique. Toujours en 1993, la société fait l'acquisition d'un terrain agricole de plus de 200 000 hectares à Benjawarn en Australie. Alors, vous allez me dire, pourquoi en Australie? Pourquoi un terrain agricole? Eh bien, tout naturellement, pour y installer en réalité un laboratoire où du sarin est fabriqué. Puis, testé sur des moutons
ce fameux sarin. Ouais, non, ça paraît assez farfelu, mais ils y font vraiment, hein, je vous assure. Une autre raison est le sol de la zone qui contient du minerai d'uranium pouvant servir à fabriquer des explosifs nucléaires. On pense qu'aujourd'hui que Home envisageait de fabriquer ni plus ni moins que, oui, des armes nucléaires. Les tests douaniers révèlent des traces de produits hautement dangereux et les autorités infligent au transporteur une forte amende. L'année suivante, la société de Home se voit aussi refuser le renouvellement de son visa en raison d'un manquement aux règles de gestion des élevages. Pourtant, les autorités ne savent pas exactement ce à quoi sont destinés les moutons dans cette horrible exploitation. Home se voit contrainte de revendre le terrain. En parallèle, au Japon, un pharmacien d'un hôpital géré par la secte ose émettre des doutes sur les soins prodigués à une patiente. Très méfiant, il lui conseille alors de quitter la communauté, cela lui vaut d'être rapidement assassiné, sur ordre évidemment de cet enfoiré de Shoko. En mars 1994, il ordonne à 2 sœurs membres de la secte d'enlever leur propre père et de le contraindre à faire don de sa fortune à la société de Home. Le mec n'a aucune morale. L'homme feint de se convertir à la vérité suprême et, au bout de 5 mois, ses filles le relâchent. Mais il se précipite pour porter plainte contre elle et l'un des responsables de Home. Étonnamment, les cadres de la société réussissent à persuader la justice que le groupe n'est pas impliqué dans cette séquestration. Encore une fois, le gérant s'en sort indemne, seules les 2 filles de la victime sont condamnées. Pendant ce temps, dans les laboratoires clandestins de Tokyo, la production d'armes à feu est toujours en cours, et encore pire, une toxine sous forme de gaz liquide est enfin synthétisée, le gaz sarin. Shoko Asahara continue à écraser quiconque se dresse sur son chemin. De mai à décembre 1914, l'avocat qui a repris le dossier de la défense des familles et un journaliste sont ciblés par des tentatives d'assassinat au gaz. Malgré un début de soupçon, Home Shirinkiyo ne fait toujours pas l'objet d'une enquête. Et c'est ensuite au tour d'un des adeptes un peu récalcitrants de Shoko d'être littéralement pulvérisé à son insu par un gaz mortel. Il devient de plus en plus radical, vous allez très vite le voir. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1994, le groupe perpétue son premier attentat au gaz sarin. La ville est la cible de Matsumoto, et l'attaque fait 8 morts et 200 blessés. Les résidents de la ville soupçonnent ce groupe religieux assez étrange qui a installé ses succursales aux alentours. Ils en informent alors donc les autorités, mais la police, elle, soupçonne en réalité un des habitants, un certain Monsieur Conan. Légèrement atteint, son épouse est décédée des suites de ses blessures dues à l'attaque. Le pauvre homme est accusé d'avoir voulu l'assassiner. Les autorités commencent à recevoir de nombreuses lettres anonymes qui dénoncent Home. Il faut pourtant attendre des émanations suspectes de gaz dans une autre ville voisine pour qu'une enquête à l'encontre de la société Home soit enfin ouverte. Mais Shoko Asahara, lui, n'a pas encore tout à fait terminé de faire des victimes. En juillet de la même année, soit en 1994, un adepte meurt suite à un traitement médical totalement inadéquat. Un autre, soupçonné d'espionnage, est éliminé sur ordre du groupe. Puis un membre jugé un peu trop rebelle est enlevé directement et reste jusqu'en 1995. Shoko Asahara voit grand. Encore plus grand, toujours plus grand. Il ordonne à son équipe de travailler sur des prototypes de contenants susceptibles de contenir le gaz sarin liquide, qu'il a exploité pendant, vous l'avez vu, toute cette vidéo. Ce qu'il veut, lui, c'est une attaque de masse, qui ferait énormément de victimes. Une attaque si effroyable qu'elle sèmera le chaos et provoquera la chute du gouvernement, lui permettant enfin de prendre le pouvoir, de changer la société. Car l'apocalypse est proche, et seul lui peut sauver apparemment les âmes terrestres. Il a appris la leçon avec les canons diffuseurs des premiers camions qui ont été un échec. Le sarin étant fortement létal, les contenants doivent être conçus alors de manière à pouvoir contrôler la dangerosité et la laisser se disperser uniquement dans un endroit choisi. En 1994, un prototype alors de sac est mis à l'essai, mais le test encore une fois échoue. Pendant ce temps, les assassinats, les enlèvements et les meurtres continuent pour autant. L'année 1995 est inaugurée par la tentative d'assassinat du chef d'une association de victimes de la société de Home. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, ça me rend triste de savoir que pendant tout ce temps-là, les proches des adeptes de Home se sont battus pour les aider. Mais en vain. En guise de réponse, ils ont reçu des représailles de la part de la secte et aucun soutien de la part des autorités. C'est vraiment horrible. En plus, on a déjà vu que le groupe n'hésite vraiment pas, mais alors pas du tout à s'en prendre à ses familles. En février, une des adeptes prend alors la fuite et essaie de quitter Home. Alors, des cadres de l'organisation sont envoyés directement chez le frère de la fugueuse pour le kidnapper. Le but est de lui faire révéler la cachette de sa sœur. Au passage, ils lui font un peu de chantage alors pour qu'il fasse donc ses économies au groupe. Pour le gourou, encore une fois, tout argent est bon à prendre. Mais alors, comme le frère refuse complètement, il est lui aussi assassiné. Et malheureusement, mais tant mieux pour nous, les auteurs de l'enlèvement ont laissé derrière eux des empreintes qui seront bonnes à prendre pour les autorités. Identifié et connu comme membre de la société de Home, une descente de police est ordonnée dans ces locaux pour le mois de mars.
Probablement informé de la situation par une taupe, cette ordonnance policière précipite ce que Shoko Asahara conçoit comme l'avènement de l'Armageddon. En ce mois de mars 1995, la société de Home possède un empire financier. Le moment alors pour eux est enfin venu. Shoko Asahara coordonne plusieurs attaques au gaz. D'abord le métro Tokyo, ce 20 mars 1995. Comme Home est déjà connu pour l'utilisation du sarin, les autorités alors se tournent immédiatement vers la secte, d'autant qu'on commence enfin fortement à la suspecter pour divers assassinats et sombres histoires de séquestration. Mais 10 jours après, le 30 mars, le chef de l'agence nationale de la police japonaise est grièvement blessé de 3 balles. Et là, non, il ne s'agit pas du tout d'un hasard. Home joue de sa puissance pour ralentir, voire empêcher l'enquête. Et en attendant que les autorités aient assez de preuves et les moyens pour arrêter ce massacre, les attaques continuent à nouveau. En mai, c'est une attaque au cyanure qui va être déjouée. Puis une autre attaque au sarin est empêchée de justesse. 2 jours après, les amis, la police réussit enfin à prendre d'assaut différentes succursales à Tokyo dans le reste du pays. Mais pas encore pour l'instant de traces de leader. On cherche à tout prix à mettre la main sur Shoko Asahara. Mais on va y arriver finalement, vous inquiétez pas. Il est finalement retrouvé le 16 mai 1995 au quartier général de l'organisation au pied du mont Fuji. Le mec trop aléatoire. Habillé de sa traditionnelle robe mauve, il est retranché dans une pièce secrète, assis en tailleur dans un coin. Et lorsque la police le met en état d'arrestation et l'informe du motif, il va apprendre ceci. Attendez, comment un aveugle comme moi pourrait organiser un acte pareil? C'est absurde. Le 22 mars 1995, pas moins de 2500 policiers assiègent un bâtiment religieux où la secte a implanté ses principaux laboratoires clandestins. Cachés dans une chapelle, les autorités trouvent des dizaines de membres de la secte qui gardent un stock de produits chimiques suffisants pour fabriquer 5,6 tonnes, dites-vous, de gaz sarin. À peine de quoi tuer 4 millions de personnes. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, la société de Home dément totalement ses implications dans les attaques au gaz. Elle se défend en affirmant que les substances en question servent à faire de la poterie et des engrais chimiques. Non mais là sans déconner, ils se foutent littéralement de la gueule des flics, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Dans un coffre-fort appartenant au gourou, les autorités saisissent 700 millions de yens en espèces et 10 kilos d'or en lingots. Pour vous donner une idée, sans même prendre en compte l'inflation, aujourd'hui, 700 millions de yens équivaut à presque 4 500 000 € pour nous. Sans parler là de la valeur des 10 kilos d'or qu'il y avait. J'ai épargné ça pour vous dire. Au total, si on fait un bref résumé, c'est 189 membres de la société de Home qui sont traduits en justice pour toutes les attaques auxquelles les autorités peuvent les relier. Mais aussi, enfin, les assassinats et autres crimes commis. Bien entendu, les autorités japonaises retirent rapidement le statut officiel d'organisation religieuse à Home Shinrikyo. En Russie, où elle est implantée depuis 1992, il faut le savoir, l'organisation est immédiatement interdite partout. Au Japon, des demandes de sa dissolution sont proposées à la Commission de la sécurité publique en raison de ses activités subversives passées. Mais comme vous l'aurez peut-être deviné, elles n'aboutissent pas. La société renommée du nom d'Alep en 1989 continue d'exister même si elle reste sous surveillance policière et n'a pas le droit du tout de poursuivre l'enseignement de Shoko Asahara. Et comme leur maître, elle recrute des adeptes en proposant des ateliers de yoga et de divination à une cible très privilégiée, les jeunes qui n'ont aucun souvenir de la meurtrière attaque de 1995. En 2000, sous l'influence d'un ancien cadre de Home qui affirme être resté à l'écart des crimes, la société tente de rompre avec son passé. Les doctrines dangereuses sont abandonnées et les membres doivent s'engager par écrit à respecter la loi. Pour redorer l'image publique de la société, ils présentent leurs excuses et ouvrent un fonds destiné à offrir une compensation financière aux victimes de Home. Mais la société ne versera jamais cet argent. Vous l'aurez deviné. D'après un rapport d'avril 2004, le gouvernement japonais considère que la société de Home est encore une menace pour la société. Et pourquoi je dis ça? Car en réalité, l'influence de Shoko Asahara reste encore très grande. Des enregistrements des préceptes au maître ont été découverts lors des perquisitions, apportant la preuve sûre que Alep continue d'entretenir un lien avec ses enseignements. Quant à Shoko Asahara et plusieurs autres membres de la secte, ils attendent leur jugement encore là et depuis tout ce temps. Devant le tribunal, le gourou tente d'abord de nier toute implication avant de cesser simplement de s'exprimer. Tout le reste de son procès, il se montre muet, ne répond à aucune des questions qui lui sont posées et ne communique même pas avec ses avocats, dites-vous. Il n'a jamais réellement expliqué à la justice les motivations des attaques. Shoko Asahara n'est pas directement mis en cause, mais par procuration. Même s'il reste l'unique commanditaire des actes qu'on lui reproche, il n'en a exécuté aucun indirectement. Il est accusé en tout de l'attentat de Tokyo, de l'attaque au gaz sarin à Matsumoto en 1994, du meurtre de l'avocat et de sa famille, et du lynchage de plusieurs membres de la secte. Et enfin, il est accusé de fabrication d'armes, d'attaques diverses au gaz sarin et de construction d'un laboratoire en vue d'en fabriquer. Il faut attendre 2004 pour que lui et ses complices soient condamnés à
par pendaison. Pour ceux qui ne le savaient pas là, mais dans ce cas-là, au Japon, la peine capitale n'est souvent pas appliquée si les complices du condamné sont toujours en fuite ou en cours de jugement eux-mêmes. La justice japonaise considère que les condamnés pourraient être amenés à témoigner devant un tribunal contre leurs complices. C'est pourquoi d'ailleurs les membres de la société d'hommes ont attendu si longtemps leur exécution. En novembre 2008, toujours en attente, il demande la révision de son procès. Ses avocats plaident le déséquilibre mental, mais un expert affirme qu'il s'agit d'une feinte de la part du gourou et ne le juge responsable de ses actes. En juin 2012, à la suite de l'arrestation d'un complice en fuite depuis 1995, son exécution est à nouveau repoussée. Et ce n'est qu'en 2018, donc très récemment, que sont exécutés Shoko Asahara et 6 autres membres pour leur rôle absolument horrible dans l'attentat au gaz sarin de Tokyo. Au total, la justice condamne 12 autres membres de la secte Dome à la peine capitale pour leur implication dans les crimes de l'organisation, dont l'explosion. L'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo est sans précédent pour l'époque. Et le cas d'Ido a même fait l'objet de commissions d'études de la sécurité française pour observer un petit peu comment les autorités japonaises ont réagi à l'attaque et mettre à profit leur expérience dans les dispositifs de sécurité. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, la société de Home est toujours légale au Japon, ça paraît fou mais c'est vrai, au nom de la liberté de la religion. Mais elle est placée en revanche par contre sur la liste officielle des organisations du Canada, de l'Union Européenne et anciennement des États-Unis. Scindés en deux en 2000 pour devenir Alep et Hikari Noa, tous ces dirigeants assurent qu'ils sont pacifiques et se sont démarqués de leur ancien gourou. Bon, même si ça a été prouvé d'une façon, c'est à vous évidemment de vous faire votre propre avis en vivant l'expérience. Mais je vous conseille pas d'aller dans cette secte, honnêtement, hein, si vous voulez l'idée de ça, non, n'y allez pas. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que l'histoire que je vous ai racontée vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur l'histoire, comment je l'ai raconté, est-ce que c'était différent par rapport à d'habitude. J'avais un prompteur, est-ce que ça s'est remarqué? J'aimerais avoir votre avis en commentaire sur ça. Est-ce que je devrais peut-être parler moins vite? Alors c'est un truc que beaucoup me disent en commentaire, évidemment, je suis assez hyperactif, donc c'est compliqué de jauger ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'attends vos avis avec la plus grande des bienveillances. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reparle d'une secte dans une autre vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que là, j'ai déjà fait la secte Event Gate, Home. Qu'est-ce que je pourrais faire là pour les prochaines vidéos? N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à plus.